Une vibration infernale. C'est quoi? Un 737 en danger. Des grincements, de drôles d'odeurs en cabine. C'est les moteurs? L'équipage était déconcerté. On était dans le pétrin. C'est un des pires drames aériens britanniques. Et son origine est stupéfiante. C'était difficile d'envisager une erreur aussi élémentaire. Pourtant, elle va provoquer une révolution. Ce que cet accident nous a appris a changé la donne. En ce dimanche soir, le travail ne manque pas à l'aéroport d'Heathrow. L'équipage du vol 092 de la British Midland s'apprête à repartir à Belfast, en Irlande du Nord. Dites-leur qu'on va y aller. Compris. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Les dernières vérifications sont terminées et nous partirons d'ici quelques minutes. Il y a 118 passagers à bord de ce vol de nuit, dont un soldat britannique, Nigel Baldwin, qui retourne dans sa garnison d'Irlande du Nord. J'étais ravi. J'avais passé le week-end à finir les préparatifs du mariage. Je me suis installé confortablement, comme tout le monde, pour un vol agréable. « 92. Autorisé décollage. Vous pilotez? Volontiers. Le commandant Kevin Hunt a piloté depuis Belfast. Et l'OPL, l'officier pilote de ligne, David McClelland, va prendre le relais. Poussez au décollage. C'est parti. Leur 737-400 flambant neuf ne compte que 521 heures de vol. Il s'agit de la toute dernière version de l'avion de passagers le plus prisé au monde. V1. Rotation. Le vol ne doit durer qu'1 heure et quart. 92, autorisé niveau 3, 5, 0. Lorsque l'avion quitte l'espace aérien encombré d'Heathrow, le contrôleur l'autorise à rejoindre son altitude de croisière. Niveau 350, Midland 92. Et un café. 13e minute de vol. C'est quoi? Il y avait un pépin. Des grincements, de drôles d'odeurs en cabine. C'était inhabituel. Tu sens ça? De la fumée? Un des réacteurs pose problème. Kevin Hunt reprend alors les commandes pour laisser son OPL en déterminer la cause. La mission numéro 1 du pilote est de s'assurer que l'avion ne risque rien, que les instruments de vol affichent les bonnes indications et, le cas échéant, de corriger. C'est les moteurs? On entendait quelque chose et on le sentait dans notre corps. C'était un bourdonnement qui vibrait. Il y a le feu. Sur lequel? Le gauche. Non, le droit. Entre le vacarme et le reste, les pilotes ont très vite compris que c'était un des moteurs. C'était de là que venaient la fumée, les vibrations et le bruit. Ils décident donc de diminuer la puissance de ce réacteur. Réduction des gaz. Réduit. Du calme. Je me suis dit que les pilotes savaient ce qu'ils faisaient.
On dirait que ça va mieux. Apparemment, l'équipage apparaît au plus pressé. Et la fumée? Mais il doit vite se poser. Midland 92, feu moteur, on doit se dérouter vers East Midland. Compris. Descendez à 10 000 pieds. C'est une situation inhabituelle pour laquelle on s'entraîne très souvent en simulateur, tous les 6 mois. Mais le faire, pour de vrai, en pleine nuit, quand tout vibre, c'est autrement plus difficile. J'ai été soulagé quand le bruit et les vibrations ont cessé. Je me suis dit, affaire réglée. Il faut un quart d'heure pour rejoindre East Midlands, c'est-à-dire moins de temps que pour retourner à Heathrow. Je le coupe. L'OPL arrête le moteur pour éviter que l'incendie se propage. Nigel Baldwin s'efforce de garder son calme. Les gens se disaient, et si ça se passe mal? On se le dit toujours quand on est en avion. Mesdames et messieurs, suite à un problème, nous avons arrêté le moteur droit. Et nous nous déroutons vers l'aéroport d'East Midlands. Les hôtesses et les stewards ont pris nos plateaux et ils nous ont dit d'attacher nos ceintures. On a compris que l'équipage prenait ses précautions. Et je me suis dit qu'on était dans le pétrin. Phare d'atterrissage. Allumé. L'avion doit atterrir avec un seul moteur. Volet à 1. Pour se poser à basse vitesse, on règle les volets pour accroître la portance. Gaz. Et on augmente la puissance du seul moteur disponible. Le bruit est revenu et ça a empiré. Les pilotes n'en reviennent pas. On perd l'autre. Le réacteur gauche semble lui aussi être en train de tomber en panne, ce qui va priver l'avion de toute poussée. Incendie sur le 1. L'alarme indique que les flammes sont en train de détruire le moteur. L'avion étant alors à moins de 300 mètres du sol, l'équipage doit réagir instantanément. Allumez l'autre. Mais c'est peine perdue. Je ne peux pas. Un des réacteurs est en panne, l'autre est en feu. Les flammes léchaient le dessus et les côtés du moteur. Je vais planer. Le commandant redresse le nez de l'appareil pour se maintenir assez longtemps en l'air afin d'atteindre la piste. Mais d'autres alarmes se déclenchent. Merde. En faisant vibrer le manche pilote, l'avertisseur de décrochage indique que l'avion n'a presque plus de portance. Les gens hurlaient, pleuraient. Ils avaient peur de mourir. Position de sécurité. On va s'écraser. Position de sécurité. Commencez déjà. Le vent faisait peu de bruit. Il y avait sûrement un grand silence. Ça devait être très étrange. Mes bras ont volé dans tous les sens, jusqu'à ce que l'avion s'arrête. La puissance. C'était affreux. L'avion a percuté le talus qui borde l'autoroute M1 à 800 mètres de l'aéroport. Si le moteur avait tenu 15 ou 20 secondes de plus, les pilotes auraient atteint la piste. C'est dire s'ils étaient prêts.
Les services de secours arrivent en quelques minutes, mais ils ont le plus grand mal à atteindre les survivants. L'avion est très endommagé. Le temps qu'on dégage les débris du 737, Nigel Baldwin fait de son mieux pour aider une passagère. Allez, faut sortir. Je l'ai placé contre ma poitrine et je me suis traîné en arrière en m'agrippant au câble, au longeron, parce que l'avion... Je dis toujours qu'il ressemblait à une carcasse de poulet après le repas dominical. Les tronçons de fuselage risquant de glisser le long du talus et de faire encore plus de victimes, des spécialistes de l'AAIB, l'équivalent britannique du BEA, expliquent comment les arrimer. On a été très pragmatique. Avec des cordes, on a attaché la queue à des arbres pour qu'elle ne bascule pas. L'empilement des sièges arrachés bloque l'accès aux survivants. Malgré l'affluence sur la M1, aucun automobiliste n'a été blessé. Il n'y a eu aucune victime au sol, ce qui était incroyable. Sur les 126 personnes qui étaient à bord, il y a 87 rescapés, dont beaucoup sont blessés, comme Kevin Hunt. Le talus était tellement raide que les services de secours ont dû former une chaîne humaine. Au fur et à mesure qu'on désincarcérait les victimes de l'épave, les civières passaient d'un individu à l'autre jusqu'à ce qu'elles arrivent aux ambulances. Sitôt ces opérations terminées, les enquêteurs de l'AAIB se mettent au travail. Rob Carter est l'un des premiers à arriver. On est arrivé très tard dans la soirée. Tous les services d'urgence étaient là. Les ambulanciers, les pompiers, les policiers. Il y avait des journalistes. Il régnait une effervescence incroyable. Et il m'a fallu 1 minute pour évaluer la situation. C'était spectaculaire. Dans l'épave, en observant le plafond, j'ai vu qu'il n'y avait plus de compartiment bagages, ce qui était très curieux. Et je me suis demandé où était le plancher. Suite à l'accident, la M1 a été fermée. Mais comme il s'agit d'une des autoroutes les plus importantes d'Angleterre, le personnel de l'AAIB doit très vite retrouver les fameuses boîtes noires. Les enregistreurs de vol sont une des priorités au début d'une enquête. Le laboratoire doit en faire l'exploitation et l'analyse. Rob Carter, lui, étudie la disposition de l'épave. Je voulais savoir où étaient les éléments de la structure, ce qui m'a conduit jusqu'au talus, l'endroit de l'impact initial avec le sol. Le train a tapé ici. L'avion a creusé des sillons profonds qui apportent des premiers éléments sur le déroulement du drame. C'était presque un cas d'école. Les traces montraient l'attitude de l'avion à l'impact, la direction dans laquelle il volait, sa position, et ça nous a beaucoup aidé à comprendre ce qui s'était passé. Les pilotes voyaient la piste. Ça a dû être terrible pour tous ceux qui étaient à bord. Le 737 ne volait plus assez vite pour atteindre l'aéroport. Mais pourquoi ? Toute l'équipe s'est d'abord dit que l'avion avait dû avoir des problèmes de moteur. Il avait manqué de puissance pour atteindre la piste. Merde! Les pilotes étant trop grièvement blessés pour être interrogés, les enquêteurs se rabattent sur le contrôleur aérien. C'était un feu moteur. L'équipage a signalé le problème une vingtaine de minutes avant le drame. Midland 92, feu moteur, on doit se dérouter vers East Midlands. Compris. Descendez à 10 000 pieds. La déposition de l'aiguilleur du ciel soulève une question. Le 737 ayant 2 puissants réacteurs, comment l'incendie de l'un d'eux a-t-il provoqué le drame ?
Suite à l'accident d'un avion britannique qui a provoqué un choc parmi les usagers des transports aériens du Royaume-Uni, Christopher Pollard, de l'AAIB, analyse les moteurs. Si un seul des réacteurs avait fonctionné, atterrir n'aurait posé aucune difficulté. C'était le premier mystère à élucider. Les dégâts des aubes confirment rapidement l'intuition de l'enquêteur. Aucun des moteurs ne fonctionnait quand l'avion a touché le sol. Les deux moteurs avaient tourné à très bas régime au moment de l'impact. Et il fallait savoir pour quelle raison. Les doubles pannes moteurs sont rarissimes. Et lorsqu'elles se produisent, une vérification s'impose aussitôt. Commençons par le plus évident. Y avait-il de l'eau dans le kérosène? Les moteurs n'ont qu'un élément en commun, c'est le carburant. Détecter ce genre de contamination est très simple. Comme l'eau est plus dense que le kérosène, elle se dépose et forme une couche distincte. Pas une goutte. On peut oublier cette piste. De toute évidence, il restait du carburant dans les réservoirs et il n'était pas contaminé. Niveau 350, Midland 92. Autre hypothèse. Les oiseaux. En cas d'ingestion, les dégâts peuvent être dévastateurs pour les réacteurs. Les ultraviolets vont faire luire les traces éventuelles de sang et de tissu. On n'avait aucune preuve. Lumière. Rien n'indiquait qu'un impact d'oiseau était à l'origine de la déformation d'un certain nombre d'aubes. Le 737 est tombé à 1500 mètres de la bourgade de Kegworth et de nombreux témoins l'ont vu descendre avec un moteur en flammes. Mais certains ajoutent une précision intéressante. On aurait dit une bétonnière. Il faisait un boucan qu'on n'attend pas d'un avion, sauf s'il a de gros ennuis. Les témoins disaient que l'avion avait fait beaucoup de bruit. Certains ont parlé d'un grincement métallique. D'autres ont également vu des débris tomber à plus de 3 km du lieu de l'accident. La police nous a fourni une équipe de recherche qui a fait une fouille minutieuse dans les champs des environs et qui nous a rapporté énormément de fragments. Ces morceaux sont sûrement les premiers à être tombés. Et ce sont des indices particulièrement importants. À charge pour Christopher Pollard de comprendre le pourquoi de leur arrachement. Au boulot. La réponse va lui permettre de découvrir l'origine du problème moteur qui a donné lieu au déroutement. Les autres enquêteurs se penchent sur les indices les plus prometteurs, les deux enregistreurs. Super, merci. Espérons qu'Ilias recherche. Il nous a fallu plusieurs jours pour lire, vérifier et analyser correctement les données. L'enregistreur de paramètres a notamment mémorisé les performances moteurs. Le droit s'arrête à ce moment-là. Et le gauche, plus d'un quart d'heure après, à ce moment-là. Quel qu'il soit, les problèmes n'ont donc pas été simultanés. Écoutons. C'est le moteur qui vibre. Ça ne peut être que ça. L'enregistreur phonique devrait fournir un meilleur aperçu des événements. Alors, messieurs, cet appareil enregistre ce qui se passe dans le poste de pilotage, ce que l'équipage se dit, les bruits liés au vol. Et naturellement, les échanges entre les deux hommes étaient d'une importance cruciale. Il est surpris. C'est les moteurs? On a entendu des claquements, des secousses, et de toute évidence, l'équipage était déconcerté. Sur lequel? Le gauche. Non, le droit. Il a dit le droit? Ce qui était un peu mystérieux, c'était que l'enregistreur phonique laissait entendre que les pilotes avaient conclu à une défaillance du réacteur droit. À ce moment-là, il fonctionnait.
On supposait que le droit avait été coupé, alors que c'était le gauche qui fonctionnait mal. Donc il fallait recueillir la version de l'équipage. Je vais faire de mon mieux. J'ai autant besoin de comprendre que vous. Le commandant de bord étant toujours convalescent, les enquêteurs interrogent l'officier pilote de ligne. L'avion était neuf. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors expliquez-nous. D'abord, il y a eu le moteur droit. Il vibrait très fortement et le commandant Hunt a suggéré de réduire les gaz. Réduit. Je peux prendre un verre d'eau? Bien sûr, je me suis exécuté. Et après l'avoir fait, les vibrations ont cessé. On dirait que ça va mieux. Les vibrations et le bruit ont disparu. Comme si les pilotes avaient fait ce qu'il fallait. La AIB envisage alors une hypothèse pour le moins inhabituelle. Les deux pannes moteurs ne sont peut-être pas liées. Incendie à gauche et autre chose à droite. Christopher Pollard analyse les débris de moteur récupérés près de Kegworth. Chacun d'eux pourrait le mettre sur la piste de ce qui est arrivé au vol 092. Certains fragments étaient tout petits, et nous en avions énormément. Preuve que la fouille avait été très minutieuse. L'un d'eux se démarque. Bingo. Il porte des traces de fatigue du métal. Et compte tenu de l'endroit où il a été découvert, c'est sûrement le premier élément à avoir cassé. Si cette rupture avait été la première défaillance, ce bout d'aube de 10 cm avait dû être arraché. Cela expliquerait la panne moteur. Le bris d'une aube peut perturber l'écoulement de l'air et provoquer un phénomène de pompage semblable au raté d'un moteur de voiture. C'est les moteurs. Le moteur cherche à s'équilibrer, et ça fait du bruit. Du calme. Ça a dû provoquer énormément de vibrations. Les passagers ont déclaré que le bruit ressemblait à celui d'un sèche-linge rempli de cailloux. C'était très violent. Chaque aube étant unique, l'ingénieur espère que l'examen métallurgique permettra de déduire de quel moteur provenait celle qui a cédé. Théoriquement, les aubes sont toutes fabriquées à partir du même alliage. Mais en fait, si on les analyse à la loupe, on s'aperçoit qu'il y a de légères différences entre elles. La réponse tombe rapidement. Aube 17, moteur gauche. La première aube à avoir cédé, et qui a par conséquent été à l'origine des vibrations, provenait donc du réacteur gauche. Dans ce cas, pourquoi les pilotes ont-ils arrêté le droit? Vu leur expérience, j'ai du mal à croire qu'ils aient coupé le mauvais. Plusieurs instruments décrivent le fonctionnement des moteurs, dont un qui mesure les vibrations. Les enquêteurs titulaires d'un brevet de pilote de ligne étaient très sceptiques. Parce que l'équipage était chevronné, bien formé, surtout le commandant. Sur lequel? Le gauche. Non, le droit. Donc, c'était difficile d'envisager une erreur aussi élémentaire. Voyons si le gauche et le droit ont été montés à l'envers. Les enquêteurs se demandent si un indicateur défectueux a transmis des indications erronées au pilote. C'était déjà arrivé une fois. Les branchements avaient été intervertis. L'instrument du moteur gauche indiquait le comportement du droit, et vice-versa. Impossible de faire erreur. On ne peut pas les mélanger. Les fiches qu'on insère à l'arrière des instruments sont équipées de détrompeurs. On ne peut pas brancher à droite ce qui va à gauche et inversement. Les tests sont concluants. Les indicateurs fonctionnaient normalement et les branchements étaient faits correctement. Autre hypothèse. L'intensité des vibrations a peut-être nui à la bonne lecture des indicateurs.
Qu'en dites-vous? Un commandant de bord américain, dont le 737 avait lui aussi été victime de fortes vibrations, avait déclaré que son tableau de bord était devenu totalement flou, illisible. Il y avait de quoi s'inquiéter, parce que des arrêts de moteur, les pilotes en font plusieurs chaque jour à travers le monde. Mais c'est très rare qu'ils se trompent de côté, donc c'était un événement marquant. Finalement, les enquêteurs interrogent le commandant. C'est sûr, le problème c'était le moteur droit. Qui plus est, il affirme en avoir la preuve. La climatisation des avions de ligne est alimentée par l'air arrivant des réacteurs. Fort de plus de 13 000 heures de vol, Kevin Hunt connaît bien la relation complexe qui unit les moteurs et les appareils qu'ils alimentent. Coupez-le. Sur son précédent avion, le réacteur droit fournissait presque tout l'air entrant dans le poste de pilotage. La fumée indiquait un problème côté droit. Quand la fumée est entrée dans le cockpit, les deux hommes se sont dit que c'était le réacteur droit qui était victime d'un gros pépin mécanique. Sur le 400, les deux moteurs alimentent la clim. La preuve de Kevin Hunt a coûté très cher. Sur cette version plus récente du 737, la climatisation est différente. On n'a pas conscience de la façon dont on prend une décision. Si on a une image mentale erronée, on s'appuie sur un postulat partiellement faux, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et le commandant avait une autre raison de croire qu'il s'agissait bien du moteur droit. Le gauche. Non, le droit. Réduction des gaz. Ma langue a fourché, c'est tout. On ne saura jamais pourquoi il a changé d'avis. Ces hommes venaient de vivre l'expérience la plus traumatisante qui soit, et on leur demandait de nous l'expliquer en détail. L'agencement des indicateurs pourrait fournir un début d'explication. Le droit. Le droit. Je commence à comprendre. Les indicateurs de vibration moteur sont sur la droite du tableau de bord. Et en situation de stress, l'OPL a peut-être cru que c'était se relier au moteur droit. Le problème vient bien du droit. Mais si l'équipage a coupé le droit, qui fonctionnait correctement, pourquoi les vibrations se sont-elles arrêtées dans celui de gauche, le défectueux? Ils ont réduit la puissance du droit, mais pour une raison inconnue, celle du gauche a diminué. Il manque une pièce déterminante à ce puzzle. Les enquêteurs analysent les actions des pilotes du vol 092. Quand les ennuis apparaissent, ils réduisent les gaz à droite. On dirait que ça va mieux. Et tout semble réglé. Ça a été la confirmation la plus importante qu'ils avaient pris la bonne décision et que le problème était bien à droite. Sauf que l'OPL a fait un réglage quelques secondes avant l'arrêt des vibrations. Mais bien sûr. Il a débranché l'automanette. Réduction des gaz. Pour réduire la puissance, l'OPL doit au préalable débrancher l'automanette. Coupé. L'automanette est la partie du pilote automatique qui gère la puissance. Et passer en manuel entraîne une réduction des gaz des deux côtés. D'où une amélioration temporaire mais spectaculaire des performances à gauche. Le moteur était endommagé, mais il fonctionnait à bas régime. Une puissance qui suffisait puisque l'avion était en descente. Ça a sûrement été le coup de grâce, parce que les pilotes ont cru que la mesure qu'ils avaient prise, arrêter le moteur droit, était la bonne. Bien. Tout le passage après le début de la fumée et des vibrations. Au moment où les pilotes réfléchissent au problème, Faisons le point. Des vibrations, de la fumée. une communication vient les déranger. Midland 92, descendez au 4-0.
Descendons 4092. On a envie de leur dire « Oubliez le contrôleur, réfléchissez et vous allez comprendre. » À chaque fois que je réécoute, j'espère entendre autre chose. Malgré ces problèmes, l'avion a réussi la prouesse de se maintenir en l'air pendant près de 17 minutes. Gaz. Reste à déterminer la cause de l'ultime panne, celle qui a fait exploser le réacteur. Christopher Pollard découvre des éraflures profondes dans le revêtement acoustique qui assourdit le bruit du réacteur gauche. Éraflures qui permettent de spéculer sur l'origine de la défaillance. Il était très clair que la première panne n'avait occasionné que peu de dégâts. Si une des aubes avait été projetée vers l'avant, elle avait très bien pu se planter dans le revêtement acoustique tendre de l'entrée d'air. Selon l'ingénieur, lorsque la première aube a cédé, un fragment s'est fiché dans ce revêtement. Gaz. Quand l'OPL a remis les gaz, ce fragment s'est délogé sous l'effet des vibrations et engouffré dans le réacteur. On perd l'autre. Un autre bout a cassé. Donc il y en avait deux qui se baladaient dans le moteur. Et ça a conduit à la rupture désastreuse d'un très grand nombre d'aubes. L'équipage aurait pu se rendre compte de son erreur grâce à certains passagers. Une annonce m'a interloqué. Mesdames et messieurs, suite à un problème, nous avons arrêté le moteur droit et nous nous déroutons vers l'aéroport d'East Midlands. D'un côté, on a envie de dire « Pardon, le problème est à gauche ». Mais d'un autre côté, on ne veut pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas parce que les pilotes savent ce qu'ils font. Quand Kevin Hunt et David McClelland redémarrent le réacteur arrêté par erreur, ils sont trop près du sol. Quand le moteur est tombé en panne pour de bon, il était trop tard pour faire repartir l'autre. Parce que remettre en route un turboréacteur prend un certain temps. L'avion ne peut que s'écraser. Le rapport final préconise d'optimiser la lisibilité des indicateurs de vibration moteur et également d'améliorer la qualité des échanges entre le poste de pilotage et la cabine. Si les passagers remarquent quelque chose de bizarre, sur les ailes ou ailleurs, ils doivent le signaler. Il faut que leur message remonte jusqu'au pilote. Les causes d'un des pires accidents aéronautiques de l'histoire britannique ont beau être éclaircies, les enquêteurs soupçonnent qu'ils peuvent encore en tirer des leçons. Il s'en est fallu de très peu que d'autres passagers survivent. Et c'est pour ça qu'il était aussi important d'étudier ce qu'il s'était passé pour améliorer les choses. Il y a eu 79 survivants, mais un bon nombre d'entre eux sont grièvement blessés. Et Rob Carter compte découvrir pourquoi. Au début de l'aviation, on partait du principe que les gens qui réchappaient à un accident avaient eu de la chance. Puis, dans les années 1960-70, l'idée s'est imposée qu'on pouvait préserver de nombreuses vies humaines, ce qui a bouleversé la conception des avions. En cas de perte de contrôle à haute altitude, un drame est presque inévitable. Mais à Kegworth, il n'aurait pas dû y avoir autant de victimes. Si une partie de l'avion résiste, la plupart des gens à bord doivent avoir de bonnes chances de s'en sortir. Les dossiers médicaux répertorient les blessures de chaque passager. C'était émouvant. Si on fait ce métier, c'est forcément par altruisme. Rob Carter compare les blessures des passagers par rapport à l'emplacement de leur siège. Les gens à l'avant ont été les plus gravement blessés, suivis par ceux qui étaient en arrière des ailes, et les moins touchés étaient dans la queue. Pourquoi certains endroits sont-ils nettement plus dangereux? Les sièges cassés fournissent une piste intéressante. Les sièges présentaient des caractéristiques très importantes.
Certaines des lésions les plus graves ont été infligées par les sièges arrachés. Conçus pour protéger leurs occupants en absorbant le nombre élevé de jets enregistrés à l'impact, ils n'ont apparemment pas rempli leur office. Les tests de l'aviation civile américaine confirment que les sièges résistent à 16 G, une quantité bien supérieure à celle encaissée lors du crash de Kegworth. Ils sont plus performants que prévu. Manifestement, il y a eu un problème. Rob Carter examine les sièges du vol 092 pour comprendre pourquoi ils ont été arrachés, afin d'améliorer la sécurité des futurs passagers. Une simulation informatique lui permet de comprendre les effets des forces encaissées par la cabine au moment de l'impact. Ça explique tout. La simulation explique pourquoi certains tronçons ont été dévastés. Les sièges n'y sont pour rien. C'est le plancher qui a cédé. L'effondrement du plancher a été catastrophique. Les sièges se sont retrouvés empilés, presque comme dans un sandwich, ce qui a beaucoup gêné les services de secours. Les sièges doivent rester vissés à travers le plancher, à la solide armature métallique de l'avion. C'est inutile d'avoir des sièges plus solides que le plancher qui est dessous. Là où le plancher a résisté, des passagers ont été blessés à la tête en percutant le siège de devant. Position de sécurité. Or, le commandant a justement demandé aux passagers de se mettre en position de sécurité pour éviter des lésions de ce genre. Avant cet accident, beaucoup de compagnies aériennes suggéraient des positions de sécurité différentes qui ne reposaient pas sur des fondements très scientifiques. Rob Carter analyse celles recommandées par les compagnies au Royaume-Uni. On a déterminé ce qui est arrivé à un corps humain à l'impact. Et on a établi un lien avec les descriptions des blessures des passagers, aussi bien celles des rescapés que celles des victimes. Les résultats font apparaître des lacunes graves concernant la position de sécurité. Très souvent, les lésions à la tête et au cou provenaient soit du fait que les gens avaient eu la tête secouée dans tous les sens à l'impact, parce que les muscles du cou n'étaient pas assez puissants pour la retenir, soit parce qu'ils avaient percuté le siège de devant. Ce constat donne lieu à des améliorations notoires. Les experts recommandent aux passagers de se pencher le plus possible en avant, tête baissée, les bras passés derrière les genoux ou appuyés contre le siège de devant. Tout va très vite et personne ne contrôle rien. Donc il faut adopter une position minimisant les effets de l'impact. Depuis Kegworth, les avions aussi ont changé. Les planchers sont plus résistants et les compartiments bagages sont fixés à des montants plus robustes pour ne pas tomber. Ce qui a été très encourageant, ça a été de voir que les organismes de contrôle et surtout les avionneurs ont jugé que l'arrachement des compartiments bagages était quelque chose d'intolérable. Et les constructeurs ont fait de gros efforts pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Après l'enquête, la compagnie aérienne licencie les 2 pilotes. Je ne leur en tiens aucunement rigueur. Il y aura toujours des gens victimes des erreurs des autres, et le mieux à faire, c'est d'en tirer les leçons. C'est très gratifiant de voir que cet accident a donné lieu à de vrais changements et à des améliorations réelles de la résistance à l'impact. C'est immensément triste de se dire qu'il a fallu autant de morts et de blessés, dont certains n'ont jamais retrouvé une vie normale. Mais je me réjouis qu'il en soit sorti quelque chose de positif. Ce que cet accident nous a appris a changé la donne dans le domaine du transport aérien. Et heureusement, voler est aujourd'hui extrêmement sûr. La partie dangereuse, c'est d'aller à l'aéroport.